Cybersécurité épisode spécial CyberEcho. Je suis accompagné de Omar. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Je suis Omar Abdelwahab, prof adjoint à Polytechnique Montréal. Je me spécialise principalement dans la cybersécurité et plus spécifiquement dans la cyberdéfense. Très intéressant. Tu viens présenter un sujet, je crois, qui est à la fois très connu, mais à la fois mal maîtrisé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, principalement, je veux parler de l'importance de la cyberdéfense en profondeur, un concept qu'on entend beaucoup, mais j'imagine que c'est moins appliqué que dit. Principalement, ma présentation va renforcer l'importance d'avoir ça dans un contexte plus organisationnel. Donc, imaginons par exemple une entreprise qui a son propre environnement TI, mais qui par exemple, héberge certains de ses services sur le cloud. Puis avec ça, on a par exemple une caméra intelligente, un thermomètre intelligent, puis qui utilise par exemple, disons, le machine learning pour faire la détection ou aider dans la réponse. Donc, imaginons ce contexte-là, ce n'est pas bizarre. On a beaucoup des organisations qui ont cet environnement assez multitechnologie. Donc, ma présentation va se concentrer sur l'importance de ne pas se contenter de sécuriser ou bien de faire de la défense juste sur une seule couche ou juste plus précisément dans le contexte TI, mais aussi de voir les défis spécifiques dans l'environnement cloud, dans l'environnement IoT et aussi dans l'environnement IA. Donc, je vais parler un peu des défis spécifiques à chacune de ces couches-là et puis comment on pourrait arriver à avoir une vraie architecture de cyberdéfense en profondeur. Donc, de toute façon, ce que tu relates bien, puis je trouve très intéressant, c'est que quand on avait pensé originalement à cette structure-là de défense en profondeur, les systèmes étaient relativement simples. Mm-hmm. C'était facile de le découper, ça allait bien. Ce que tu relates, c'est effectivement, il y a une complexité énorme qui s'est augmentée, notamment par l'arrivée de l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud, tout ça qui vient de mettre une couche qu'on a dans nos infrastructures qui sont à l'extérieur, comment tout ça se réunit. Ça présente des défis puis très, très intéressants. Est-ce que tu peux justement détailler les défis par couche, comment tu les vois et comment ils vont s'articuler ensemble? Justement ça. Avant, comme tu disais, une défense en profondeur, c'était défense entre réseaux serveurs, mais on parle plus de ça maintenant avec toutes les nouvelles technologies. Donc, on parle plus des architectures qui sont vraiment différentes et qui ne sont pas nécessairement dans un même endroit. Donc, si on parle du cloud, c'est vraiment un centre de données qui est souvent assez loin physiquement et technologiquement, par exemple, de l'organisation. Donc, oui, pour les défis, par exemple, je commence par la couche peut-être la plus commune, qui est la couche TI. Donc, en échangeant avec l'industrie, aussi en faisant la recherche, dans mon groupe de recherche, pour moi, je trouve que sur quoi on doit se concentrer? On doit se concentrer principalement sur les mécanismes d'évasion de la détection. Parce qu'on a pas mal de systèmes de détection, mais les attaquants sont rendus un peu plus intelligents dans le sens que normalement, un système de détection va aller chercher des applications qui dévient de normal ou bien qui sont pas signées. Mais les attaquants de nos jours, ils exploitent la confiance dans le sens que eux, ils vont utiliser une application légitime pour lancer leur attaque. Je donne par exemple un exemple concret, une attaque qui est assez récemment été utilisée, qui est pas facile à détecter. Par exemple, l'utilisation de DLL légitimes pour implémenter des fonctionnalités de malware. Donc, on utilise une application légitime. Cette application-là, on le fait appeler un DLL qui contient les fonctionnalités malicieuses. Donc, ici, par exemple, ça va échapper à un système de détection traditionnelle parce que c'est une application numérique. Elle appelle un DLL, rien d'anormal dans ce sens-là. Mais ce qui est dans le DLL, lui, c'est ça le problème. Donc, une application légitime va exécuter des fonctionnalités malveillantes. Donc, pour moi, il faut
penser à ça. Donc, penser aux attaques qui exploitent la confiance que nous, on donne à notre infrastructure. Un autre, un autre enjeu que je trouve aussi qui mérite l'attention, c'est l'automatisation de certaines tâches de la cyberdéfense. Plus spécifiquement, je pourrais parler du triage et de l'analyse des alertes. Pourquoi? Parce que en échangeant avec l'industrie, on trouve qu'un problème courant, c'est le alert fatigue. Dans quel sens? Dans le sens qu'on a des professionnels qui sont assez compétents dans la cybersécurité, mais qui finissent par analyser des alertes qui ne sont pas vraiment pertinentes. Donc, un système de détection va générer beaucoup des alertes. La plupart sont des faux positifs, donc ce ne sont pas des vraies attaques. Donc, on va perdre beaucoup de temps et d'efforts à analyser ça. Et puis, quand on a une vraie attaque, donc l'équipe va être déjà épuisée. Donc, une autre place d'innovation, je trouve, d'automatiser certaines tâches. Aussi, une autre place qui pourrait être bon pour l'automatisation, c'est aussi la génération des playbooks au cas où on a des attaques, donc des playbooks spécifiques à des attaques spécifiques et peut-être l'implémentation de certaines étapes de base de playbook comme l'isolement, le confinement. Donc, être un peu plus proactif, rapide, ne pas attendre, par exemple, un humain pour commencer les premières étapes de la réponse aux incidents. Donc, je dirais principalement ça dans l'architecture TI. Si je parle par exemple de l'architecture Ouais, bon, avant de basculer sur un autre, l'architecture TI, tu en as mis 3 défis très importants. De ceux-ci, est-ce que tu vois des chemins pour nous aider à progresser? Là, tu parlais de l'utilisation de DLL malicieuses ou la fatigue ou l'automatisation, qui sont quand même 3 axes qui, de mon propre expérience aussi, posent des défis très importants. De ceux-ci, quel regard tu as porté sur ces éléments-là? Oui, pour le premier défi qui est par exemple l'utilisation des applications de confiance ou bien de comportements de confiance pour injecter les attaques, je dirais avoir une détection qui est un système de détection qui fait des corrélations, qui ne se contente pas juste par exemple, des signatures spécifiques. C'est une application légitime. Le parent, le processus parent, c'est légitime. Donc, ça, on ne fait pas une alerte. Mais plus par exemple, avoir une mécanisme qui va, par exemple, dans le contexte de DLL, loader des DLL malicieux, avoir une analyse dans la mémoire elle-même des appels qu'on fait aux API dans les DLL, avoir un mécanisme, par exemple, ça pourrait être du machine learning qui analyse la séquence des appels, parce que la séquence elle-même pourrait être le problème, pas juste appeler une seule fonction, mais l'ordre de ces fonctions-là. Puis ça, avec ça, on pourrait la combiner avec les approches traditionnelles, comme par exemple, c'est quoi le processus qui a appelé ça? Il a appelé ça depuis quel emplacement? C'était quoi le processus parent? Puis donc, c'est plus quel utilisateur, à partir de quel compte, par exemple, ça a été utilisé. Donc, faire une corrélation entre plusieurs aspects, j'imagine que ça nous garantit plus de précision pour la détection. Concernant l'automatisation, par exemple, je vois plus maintenant le machine learning très, très utile là-dedans, dans le sens que, parlant par exemple parlant de triage des alertes, donc, on a déjà des mécanismes qui existent. Par exemple, on a des SOAR qui permettent un peu d'automatiser certaines de ces tâches, mais on pourrait là-dedans ajouter des fonctionnalités de machine learning qui vont aller un peu qui vont aller au-delà de ce que offrent les SOAR actuels, qui vont par exemple capitaliser sur toutes les données qu'on a des autres équipes, par exemple de la Threat Intel. Qu'est-ce que le Threat Intel a dit? Faire une corrélation avec aussi l'alerte qu'on a.
Donc, aller chercher du contexte, de la threat intel, de l'équipe de réponse aux incidents concernant des incidents antérieurs. Donc, avoir ce mécanisme-là relie, qui contextualise, par exemple, les alertes pour aider les SOAR à avoir plus d'automatisation. C'est très intéressant. Puis là, je t'avais interrompu justement vers le prochain secteur de défi. Fait que je vais te laisser continuer là-dessus. Oui, donc le prochain, le cloud. Si on parle du cloud, on ne peut pas juste penser comme on pense quand on parle du TI. Pourquoi? Parce que le cloud a ses propres propriétés spécifiques et ainsi des défis spécifiques. Par exemple, dans le cloud, on a le concept d'élasticité où tu peux, par exemple, créer un conteneur, créer une machine virtuelle, puis après ça, par exemple, supprimer un conteneur. Donc, avec ça, est-ce qu'on perd les logs? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ça devient plus difficile d'avoir un mécanisme, par exemple, de détection et aussi de réponse. Si on parle, par exemple, un exemple concret, la cyberattaque de Capital One en 2019 a exploité spécifiquement des propriétés de cloud pour voler, pour forger un peu le serveur qui donne les crédentiels, les accès. Puis après ça, par exemple, dans ce contexte-là, on n'avait pas besoin de déployer un malware pour faire l'exfiltration de données ou d'établir un canal de commande et de contrôle. Pourquoi? Parce que c'est un système de cloud qui est basé principalement sur les API. Et l'attaquant a pu, juste avec les API, faire l'exfiltration de données. Donc, on voit ici la différence un peu entre une architecture cloud et une architecture TI traditionnelle. C'est pour ça que, pour moi, il faut avoir un mécanisme de détection et de réponse qui prend en considération ces aspects spécifiques de cloud, l'élasticité, l'architecture sans serveur, la communication dominante par les API pour faire la détection. Une autre place d'innovation, je dirais, c'est d'avoir aussi de la modélisation de la menace qui est spécifique à la cloud. Parce que si on adopte une approche de modélisation traditionnelle, comme par exemple Stride, qui a adopté pas mal dans le contexte TI, ça ne tient pas en compte par exemple, ça ne tient pas en compte la nature élastique de l'environnement cloud. On a par exemple le infrastructure as a code ou l'infrastructure du cloud en soi-même pourrait être fournie à partir du code. Et là, ce qui fait que l'environnement lui-même est sujet à des changements très fréquents. Donc, avoir une approche linéaire pour la modélisation de menaces, donc laisse beaucoup de la place pour les attaquants là-dedans. Oui, ben, tu le mentionnes très bien, puis j'aime ça le terme place à l'innovation, au lieu de dire que c'est une zone de problématique. J'aime vraiment, vraiment ton vocable parce que ça l'amène un élément positif. Et justement, ce changement de paradigme-là, comment on est capable, selon ce que tu as pu revoir, comment on peut basculer d'être des simples victimes du cloud parce que il y a beaucoup d'avantages, mais en même temps beaucoup de dangers avec ça, puis comment de basculer de l'autre côté et d'aborder avec sérénité ces nouveaux défis d'innovation? Aussi, je renforce l'idée, comme je parlais un peu de l'environnement TI, dans le cloud, je renforce l'idée de prendre en considération plusieurs facteurs avant de faire, par exemple, la détection. Il faut prendre en considération, par exemple, si on a un système de détection déjà déployé pour le TI, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'adopter à la cloud? Ce qu'on va faire, c'est premièrement, l'exercice, ce sera même avant d'avoir une solution, de faire la modélisation de la menace, une modélisation correcte de la menace. Comment on pourrait faire ça? On pourrait adopter des approches qui un peu automatisées aussi, comme automatiser la modélisation de la menace, dans le sens que notre approche va capturer les changements qui arrivent dans l'environnement. Par exemple, est-ce qu'on a du code qui a changé pour, je sais pas, pour créer un service?
on a un conteneur qui a été supprimé. Donc, tout ça doit être capturé dans la modélisation. Donc, on doit avoir une approche qui est un peu, je dirais pas nécessairement totalement automatisée, mais qui a un composant automatisé qui change un peu avec le changement de l'architecture du cloud. La machine learning aussi pourrait être utile dans ce contexte-là. Dès qu'on a une bonne modélisation qui reflète bien l'environnement cloud, là, on pourrait capitaliser sur ça pour créer, par exemple, des systèmes de détection ou des playbooks de réponse qui tiennent en compte les composants du cloud, par exemple les API, qui tiennent en compte l'aspect sans serveur, serverless, les fonctions aussi, par exemple lambda, qui sont. Donc ici, c'est vraiment plus difficile de définir le paramètre quand on parle du cloud, au contraire de l'environnement TI. Donc, tout ça doit être pris en considération dans les solutions de cyberdéfense. Super intéressant. Tu avais aussi un autre domaine, je pense que l'Internet des objets aussi est un autre paradigme qui est rentré. Je vais te laisser un peu parler des places à l'innovation. C'est ça. Quand on parle de l'Internet des objets, là, on parle d'un vecteur qui est aussi, je dirais, si on compare TI et cloud, on a des différences, mais on a quand même pas mal de similarités. Mais là, quand on parle de Internet des objets, là, c'est encore plus différent du traditionnel. Pourquoi? Principalement à cause de l'hétérogénéité qu'on a parmi les appareils. On pourrait avoir, par exemple, un appareil très simple qui va mesurer, par exemple, le nombre d'étapes que tu as marché aujourd'hui. Mais aussi, on pourrait avoir une application qui est d'assez complexe d'IoT, qui est d'un système d'agriculture, par exemple, de manufacturier. Donc, on a cette hétérogénéité-là qui laisse place à beaucoup des vecteurs d'attaque dans l'IoT. On a aussi l'hétérogénéité au niveau des données échangées dans les applications TI. Donc, ça peut être des différents formats, des différents types. Donc, tout ça laisse place à beaucoup des attaques. N'oublions aussi pas que la plupart des appareils IoT, ils ont, par exemple, ils ne sont pas très bien sécurisés. Ils ont des mots de passe par défaut et on a beaucoup des utilisateurs qui laissent ces mots de passe. Ils ne pensent pas vraiment à changer ça. Ou bien, ils sont aussi des appareils qui sont accessibles à tout le monde, dans le sens qu'on a des attaques physiques qui pourraient être lancées contre ça. Donc, c'est un petit appareil que pourrait être facilement manipulé. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour moi, le principal défi dans l'IoT, c'est l'hétérogénéité. On a par exemple des solutions qui proposent des mécanismes mathématiques dans l'état de l'art pour faire des solutions de cyberdéfense, mais ça, c'est pas très utile. Pourquoi? Parce que dans un environnement d'assez hétérogène, si je propose un modèle qui va peut-être fonctionner pour une application d'architecture intelligente, ça ne va pas nécessairement fonctionner dans une ville intelligente parce qu'on a assez d'hétérogénéité. De même pour les approches de machine learning. Donc, tu peux proposer une solution, par exemple, de détection par machine learning pour une application, mais ce n'est pas nécessaire que ça va marcher pour une application, d'autres applications dans l'environnement TI. Un autre point que aussi j'aimerais soulever, c'est le manque de threat intel qui est spécifique à l'environnement IoT. Donc, on a beaucoup des programmes et de modèles de threat intel qui sont spéciales pour les environnements un peu cloud et TI, mais pour l'IoT, on a vraiment besoin d'avoir des catalogues de renseignements pour les applications IoT.
C'est des défis qui sont particuliers. À travers ceux-ci, est-ce que, à travers le regard que tu as posé là-dessus, tu as vu soit des formes de normalisation ou des façons de travailler qui permettraient de compenser cette très grande diversité de protocoles, d'objets et ainsi de suite, là? J'ai traîné un peu là-dedans, puis je connais à quel point c'est un peu le Far West à certains égards. Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel pour justement réussir à ramener tout ça dans un plane de contrôle qui est plus facile à défendre? Pour moi, je trouve que combiner ce qu'on a pourrait aider à améliorer la défense dans l'IoT, dans le sens que j'ai parlé qu'on a des applications ou bien des solutions mathématiques et des solutions par machine learning. Seule, chacune ne fonctionne pas. Mais si on combine les deux, par exemple, ça pourrait nous aider. Disons, par exemple, on pourrait utiliser le machine learning pour savoir c'est quoi les types des attaquants qu'on a contre l'IoT. Par exemple, je ne sais pas, 40% des attaques par mouvement latéral, 30% de ça, etc. Puis après ça, on pourrait intégrer ça dans un modèle mathématique pour aider ce modèle à généraliser plus. Et on pourrait faire vice-versa, dans le sens qu'on pourrait utiliser des innovations mathématiques dans le machine learning lui-même. Pourquoi? Pour les aider à plus généraliser à plus des cas, à des appareils hétérogènes, des types de données qui sont hétérogènes, à être plus explicables, nous dire pourquoi il a généré une telle ou telle décision. C'est super intéressant, puis j'espère justement que ces éléments-là vont émerger. Il y a je pense qu'il y a un autre domaine aussi dans lequel... C'est principalement l'IA, parce que j'ai mentionné l'IA, le machine learning, pas mal dans toutes les couches, mais si on l'utilise juste comme ça, lui-même pourrait devenir le problème. C'est pour ça qu'il faut tenir en compte aussi qu'on a des défis de cybersécurité au niveau de l'IA lui-même, et de s'assurer que l'IA qu'on utilise est bien assez sécurisée pour qu'il ne devienne pas un vecteur d'attaque pour nous. Et là, c'est quoi les défis, par exemple, que je trouve les plus, je dirais, qui n'ont pas des réponses actuelles quand on parle de l'IA, c'est les attaques qui sont stealthy, qu'on appelle stealthy, dans le sens que ce sont des attaques qui vont passer inaperçues. Pourquoi? Parce qu'on a un attaquant qui pourrait injecter, par exemple, qui pourrait injecter un backdoor dans un modèle d'IA, puis ce backdoor est inaperçu. Il va faire rien au moment du fonctionnement de l'IA, mais si jamais on a une condition, ce qu'on appelle un peu un trigger, qui est rencontré ou qui est satisfait, donc tout l'effet malicieux va être activé et on va avoir des conséquences, catastrophiques. Ça pourrait aussi être, par exemple, passer inaperçu au niveau de la phase d'entraînement, au niveau de la phase de la testing, mais quand on l'utilise en production, c'est juste à ce moment-là que l'effet malicieux du backdoor va être activé. Donc, on a beaucoup de solutions qui essaient de détecter en général les backdoors ou bien les attaques adversariales contre l'IA, mais surtout quand on a ce comportement-là, donc ça devient plus compliqué. Ben, c'est des défis effectivement très importants, surtout si on attaque le modèle qui, comme tu l'as mentionné dans tes exemples ou les domaines précédents, sont un outil primordial à nous aider à être capable de passer. Si notre outil primordial devient source de problème aussi, c'est assez grave. Y vois-tu des stratégies ou des choses que tu as pu apercevoir qui permettaient justement de commencer à pouvoir apercevoir ce que tu mentionnes, donc l'empoisonnement du modèle, ou encore de se protéger contre un modèle qui est potentiellement empoisonné? Pour moi, je trouve l'une des solutions qui pourrait être les plus efficaces, c'est la résilience. Dans le sens que c'est très difficile de détecter un tel comportement, mais si jamais, je pourrais supposer que je suis attaqué, si jamais ça arrive, comment mon modèle va réagir? Dans le sens que dans l'entraînement lui-même, je pourrais injecter, par exemple, des backdoors, simuler des backdoors, et puis voir comment mon modèle va réagir face aux
ces backdoors ou bien ces attaques-là. Donc, intégrer, faire apprendre le modèle de comment il doit rester résilient, même si on a des attaques qui sont stealthy. Parce que c'est déjà admis dans le domaine que c'est très difficile, si pas presque impossible, de détecter ce type d'attaques. Donc, je vois la résilience comme un point clé contre ce type d'attaque. C'est super intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais aborder? Je pense que c'est principalement ça. Donc, je renforce encore l'idée d'avoir une architecture de défense en profondeur. C'est plus un luxe, c'est une réalité. La plupart des organisations, s'ils ne combinent pas, par exemple, toutes ces couches-là, mais ils ont au moins 2-3 couches ensemble. C'est très important de considérer les enjeux spécifiques dans chaque couche, aussi les interconnexions entre chacune de ces couches-là pour mieux se protéger. Super. Merci énormément pour ce partage-là. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de voir ta présentation au complet, ou en tout cas, je vais voir en différé sur la plateforme en virtuel, mais j'espère que les gens vont justement bénéficier de toute cette connaissance-là et cette capacité de rattacher des choses qui sont jusqu'à présent disparates et qui auraient intérêt d'être mieux unifiées. Merci. Merci beaucoup.